Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Fringale. Aujourd'hui, petite preview du Critérium du Dauphiné qui arrive ce dimanche. Et pour m'accompagner dans cette petite preview, deux grands hommes, deux as du vélo sont avec moi ce soir. Tout d'abord, l'inusable Titien. Titien, comment tu vas? Salut, salut à tous. Bah écoute, ça fait plaisir. Un petit parfum, ça y est, de Tour de France qui s'approche. Là, on vient de passer le cap du mois de juin. Je sais pas, ça fait plaisir de. Voilà, on a eu un beau Giro, mais maintenant, place aux épreuves de préparation et on sent que le Tour de France commence à pointer le bout de son nez petit à petit là. Ça fait Ouais, plaisir. c'est clair, le Tour de France qui arrive de plus en plus. Il arrive tout aussi vite que l'autre personne qui est avec moi ce soir, qui dévale les descentes de tous les cols des Hautes-Alpes. C'est Raphaël. Raphaël, comment vas-tu? Bah salut, ça gaz. J'aime bien quand tu nous présentes comme les deux mecs les plus affûtés de Radio Oui, Fringale. bien sûr, bien Moi, sûr. ça me fait plaisir en tout cas. Et bah on sort du Giro et j'ai l'impression qu'on va rentrer dans le Critérium du Dauphiné comme on est rentré dans le Giro sous la pluie. Ils annoncent vraiment pas du beau temps et bah ça se voit. Hein. Rien que quand on essaie de sortir le vélo, on se prend la flotte, donc on va voir ce que ça va donner, mais j'aimerais pas être à leur place encore une fois. Même s'ils vont emprunter des routes quand même assez exceptionnelles. Ouais, des routes assez sympas dont on va pouvoir parler juste après avec une petite reconnaissance du parcours. Mais avant ça, messieurs, il est là, il est de retour aujourd'hui, le quiz de Radio Fringale. Et vous allez pouvoir Oh vous yes! défier votre culture vélo encore et toujours. Je Ah, vous ça ai... faisait longtemps. Ah, ça faisait super longtemps même. Je vous ai préparé Depuis un petit Paris-Nice, je quiz. crois. Ouais, bah, Ouais, ça faisait Paris-Nice, longtemps que ouais. je m'étais pas fait allumer, moi, je pense. Hein. Ouais, c'est bien. Ça m'a arrangé de faire le quiz, comme ça j'étais sûr de pas me prendre une branlée, du coup. C'est quand même vachement cool. Zéro point de Tu réussite au m'as, quiz. tu m'as jamais battu, Tissi, on n'a jamais joué ensemble, je crois. Ah, on n'a jamais joué ensemble. Non, Aïe, je crois que aïe. c'est que Adri qui me martyrisait à chaque fois. Je crois qu'Adri bat tout le monde, non? Oui, je crois. Ouais. Allez, du coup, j'ai deux questions, mais en fait, ça va être un petit peu. La première question, ça va être un point, pas de point bonus, parce que ce serait trop facile avec les experts que vous êtes. Et la deuxième question, eh bien, il y aura 2 points par réponse, et ça ira étape par étape. Mais d'abord, première question. Paris-Nice, Tour de France Critérium, 3 courses par étape en France avec un maillot jaune. Je vous demande, messieurs, de me les classer de la plus ancienne à la plus récente. Voilà. Et si vous avez les années, Bah, c'est du Tour bonus. de France, Paris-Nice, puis Critérium. Ouais, bah voilà, pourquoi tu dis bah c'est quoi les Ah là années? là. De la première édition de chaque? Ouais, Bah, Tour de France 1903, Paris-Nice, je dirais dans les années 30, et le Critérium dans les années 60. eh bien presque. Tour de France 1903, ça c'est bon. Paris-Nice 1933, donc t'étais pas loin. Et le Critérium Ok. beaucoup plus tôt, en 47, c'est apparu. Ok. Donc 20 ans Tu plus tôt savais, que ce Titien? que tu croyais. Pas du tout. Enfin, le Tour de France, oui, mais alors après, enfin, j'aurais dit le même ordre. Mais j'étais en train de faire un calcul étant donné que c'est la 74e édition du Critérium. Mais bon, du coup, n'a pas été assez rapide. J'aurais pas dû hésiter. Ouais, moi je pense que j'aurais eu le doute entre Paris-Nice et Critérium, mais c'est clair que le Tour, aucun doute. Ah, Paris-Nice, c'est vieux quand même, Oui, oui, c'est prestigieux. Ouais, mais là, je m'y connais pas autant que vous deux, hein. j'ai hésité à le mettre avant le Tour de France même. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Non. L'abus, putain. Bah tu sais, il y a des courses comme ça, tu sais, tu pouvais te dire Paris-Nice, ça pouvait être en une seule étape à un moment Ouais, donné. ouais, c'est vrai. C'est Oui, des c'est vrai trucs qui qu'avant, pouvaient exister quoi. il faisait 700 km dans la journée. Donc, Ouais, ils mais faisaient c'est Paris-Brest-Paris hein, quand même donc. c'est vrai. Ah, les fous, c'est Putain. des fous furieux, les types. Et bah écoutez, cette première question a été rapidement conclue. Du coup, nouvelle question pour Paris-Nice, ce critérium. Vingegaard sera là, David Gaudu sera là aussi, et un Sud-Américain sera là, Richard Carapaz évidemment. Pourquoi ces 3 coureurs? Parce qu'on en parlera juste après. J'aimerais, messieurs, tout d'abord, le dernier vainqueur français avec l'année de sa victoire sur le critérium. Christophe Euh, Moreau en 2007. 2007. Oui, c'est ça. Titien qui a donné Putain, les 2 bonnes salaud là, réponses. je l'ai entendu tout à l'heure. Christophe Moreau donc, qui a gagné en 2007, ça fait déjà 15 ans qu'un Français n'a pas gagné le Critérium du Dauphiné, alors que pourtant, Je crois, je crois que d'ailleurs, c'est la dernière victoire d'un Français sur une course par étape World Tour. Toi, euh, t'aurais pas regardé Nicolas Fritsch tout à l'heure, Titien? Pas du tout, mais non, mais Bah, il l'a dit.
Bah écoute, je peux Bravo, Incroyable. bravo, bravo. 15 ans qu'on n'a Chez pas eux, gagné chez une course Eurosport, par alors. étape. Ouais. Franchement, tu serais peut-être mon consultant préféré d'Eurosport si t'allais chez Eurosport. tu vois. Demande là, faut que tu demandes maintenant. On va les appeler, t'inquiète, on a des contacts avec Eurosport, évidemment. Ouais. Et bah très bien, donc vous avez trouvé le dernier Français qui a gagné le critérium. Maintenant, ça va être tout aussi simple, je pense. Je veux le premier vainqueur danois sur critérium Dauphiné. Vingegaard. Non. Fuglsang. Oui, quelle année? Bien joué. 2017 et 2019. Oui, Ouais, 2017, la première fois qu'un 17. Danois a gagné. Ouais, Non. il a gagné en 2017 Ok. et 2 ans après en 2019, évidemment. Encore 2 points pour Titien. Raph, c'est bien. Tu es en total roue libre, j'ai envie de dire. Ouais, j'écrase les pédales là. Mais attention parce que la dernière question qui arrive, du coup vous en doutez, quel est le premier vainqueur sud-américain sur le critérium? Martinez, Non. Le premier, hein? Bernal. Non. Premier vainqueur sud-américain. Sud-américain. Oui. Parce que spoiler, il n'y a pas Wow. d'équatoriens qui ont gagné le critérium. Ah, non, mais. Rodriguez. Non. Putain, sud-américain. Aïe aïe aïe. Miguel récent, André ou- Lopez. Non. Je sais pas, je tente. Hein. Ouais, vas-y. Ah, mon C'est un Dieu. vieux truc ou c'est. C'est assez vieux quand même, c'est assez Ah, vieux. c'est Lucho Herrera? Non, c'est un petit peu Ouais. plus vieux. Encore plus vieux. putain. Ouais, ouais. L'année je où il connais gagne, pas, j'ai il failli bat dire par Bernard Américain, Hinault s'il te et plaît. Greg LeMond Oh là là. en 84. Je vous donne l'année, parce que je suis Sud-américain. vraiment trop gentil. Attends, mais en 84, il y avait qui? Argentine? Non, 84, un sud-américain. Oh là là. pas facile, hein. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être son prénom? Tente, Ouais, hein. parce que. Il s'appelle Martin, avec l'accent. Ça, c'est son prénom. 80. Ah, je saurais pas. Aïe aïe aïe, je crois que vous êtes tombés en fringale, messieurs. Ouais, je suis désolé, je suis en pleine fringale. Hein. C'est Oh une là, catastrophe. trop, là. C'était Martin Ramirez qui gagne en 84 le critérium. Vous n'auriez jamais Waouh. trouvé. Et celui qui gagne Non. juste après, c'est Luis Herrera, du coup, en Ah, j'étais pas 88. loin. Ouais, 88, Ok. c'est Luis Herrera. Et puis il gagne en 91 aussi. Et sinon, bah, le dernier vainqueur sud-américain, c'était, comme tu as dit, Raph, Dane Martinez, en 2020. Donc voilà, c'était le C'est bien, petit quiz de mise en jambe. J'ai réussi à vous mettre en fringale, je suis assez content. En même temps, je cherche des questions vraiment. Je suis obligé avec Mais ça, vous. c'est. Il y aura jamais. C'est la question la plus dure de tous les quiz qui ont été posés dans tous les quiz. Je hein, parce crois, que ouais. franchement. Non, Adrien aurait trouvé. Ouais, est-ce que Adrien aurait trouvé? Oh. Ouais, lui, il dira que oui, mais. Il dira que oui. Ouais, après vérification, j'aurais trouvé. Et bah très bien. Ben parfait. Écoutez, maintenant qu'on a réussi et qu'on a fabuleusement remporté ce petit quiz, nous allons pouvoir passer à cette présentation du parcours du Critérium 2023. Un beau parcours à venir, en tout cas. Et Titien va nous expliquer ça un peu plus en détail. Je te laisse la main, Titien, vas-y. Et ben ouais, franchement, ce parcours, moi, je le trouve vraiment pas mal. Je vais vous le décrire un peu. Vous me direz ce que vous en pensez avant, mais j'ai l'impression qu'il y aura un petit peu pour tous les goûts, que voilà, tout type de coureurs différents pourront briller dessus, même si les sprinters vont quand même pas trop s'amuser. J'ai vu que Dylan Groenewegen, qui s'était bien fait, qui avait bien galéré les dernières, il revient cette année, je pense, pour galérer une fois de plus, mais ça va pas être facile. En fait, on commence dimanche par une étape accidentée, déjà de presque 2800 mètres de dénivelé autour de Chambon-sur-Lac, une étape en fait en boucle, avec à chaque fois une côte d'1 kilomètre à 7,5%. Donc voilà, potentiellement, dont le dernier sommet est à 11 km de l'arrivée. Donc un Julien Alaphilippe, par exemple, en forme pourrait tenter dans cette côte, surtout qu'après ça descend, il y a très peu de plat. Donc voilà, ça va être indécis entre finalement les punchers et puis des sprinters qui seraient s'accrocher dans cette bosse tout au long du parcours. Donc voilà une première étape plutôt dynamique et assez indécise. Étape 2, donc lundi, encore une étape à 2900 mètres de dénivelé. Pas très compliqué, si ce n'est qu'il y a un enchaînement de côtes finalement de 1 km, mais un passage à 8%. Et puis une arrivée un peu voilà, également en côte, en gros faux plat montant. Donc encore une fois, un duel à mon avis entre puncher et puis sprinter qui savent passer quand même les difficultés. En tout cas, sur ces 2 premiers jours, les purs sprinters ne seront pas forcément à la fête,
mais c'est pas franchement assez dur encore pour que les grimpeurs, eux, montent le bout de leur nez. Par contre, les sprinteurs, ils vont être contents sur la troisième étape qui fait que 2000 mètres de dénivelé, une étape de près de 200 km, mais avec très peu de difficultés, même s'il y a quand même une côte de 7 km à 3%, mais ça devrait passer. Donc voilà, s'il y a un sprint massif sur ce critérium du Dauphiné, ce sera mardi. Et puis ça y est, après ces 3 premières étapes, on va rentrer dans le vif du sujet avec peut-être un des moments phares de la semaine, mercredi, un contre-la-montre entre Cours et Belmont-de-la-Loire de 31 km. Un contre-la-montre plutôt plat, c'est assez peu de dénivelé, même s'il y aura quelques parties en faux plat montant. Donc voilà, pour le coup, peut-être qu'un mec qui roule très bien saura prendre beaucoup de temps là, en 30 km sur des grimpeurs qui devront plus tard rattraper leur retard. Mais en tout cas, ça permettra de créer une première hiérarchie au classement général et puis d'ouvrir la course avant la montagne. Jeudi, une étape de 190 km entre Cormoranche-sur-Saône et Salins-les-Bains. Écoutez, encore une fois, une étape peut-être qui va cette fois-ci sourire aux échappés, quoique les punchers pourraient encore avoir leur mot à dire, puisque il y a plusieurs côtes qui vont s'enchaîner dans la fin de l'étape, et notamment à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, une côte de deuxième catégorie, près de 4 km à 9% de moyenne. Donc c'est quand même très pentu et ça redescendra pas tout de suite derrière. Donc voilà, encore une fois, là, les sprinters, ce sera trop dur pour eux. Donc, selon le scénario de la course, une échappée de costaud qui se disputera la victoire dans cette côte. Ou alors, voilà, pourquoi pas peut-être une petite explication des favoris, même si les 3 étapes qui vont suivre cette étape du jeudi seront les étapes décisives pour le classement général. En tout cas, voilà, si les baroudeurs ont une étape à cocher, c'est peut-être celle de jeudi. Et puis voilà, ensuite on va rentrer dans les 3 dernières étapes qui sont les 3 étapes décisives de montagne de ce critérium du Dauphiné. On rentre par peut-être la plus facile. On part de Nantua pour arriver à Cré-Voland, en Savoie. En fait, c'est une étape, donc on va arriver par le col des Aravis. Col des Aravis qui est pas trop pentu, c'est 8 km, mais seulement à 5,5% de moyenne. Donc ça ne devrait pas faire de différence. Et puis ensuite, on aura une montée finale en 2 temps avec à chaque fois environ 2,5 à 3 km à 6%. Donc peut-être pas assez décisif pour que les favoris fassent des différences, mais on aura peut-être un groupe d'une dizaine de favoris et ce sera peut-être le plus explosif qui pourra s'imposer à haut de Cré-Voland. En tout cas, les favoris, même si c'est pas ce jour-là qui feront le plus de différence, les 2 étapes qui suivent, là c'est sûr que ça va être très dynamique, puisqu'on a la grande étape de montagne des Alpes en altitude le samedi entre les portes de Savoie et le col de la Croix de Fer. Donc là, on va en avoir des cols mythiques du Dauphiné et du Tour de France, puisque au bout de 60 km, on sera au pied du col de la Madeleine, qui est quand même un des géants de France, plus de 25 km à 6%. Et ensuite, on va approcher la Croix de Fer par le col du Mollard, une montée plutôt longue également de près de 19 km, mais pas trop pentue, puisqu'on restera sur des pourcentages entre 5 et 6%. Et puis voilà, on va arriver ensuite au col de la Croix de Fer, 13 km à 6%, mais il ne faut pas s'y tromper, hein. Les 6 derniers kilomètres, eux, sont entre 8,5 et 9% de moyenne. Donc là, on aura une vraie bagarre en altitude à plus de 2000 mètres entre les favoris et sûrement que le vainqueur au sommet de la Croix de Fer sera peut-être, et même de bonnes chances d'être le vainqueur final. Mais pour autant, rien de s'injouer, puisqu'on a une magnifique étape. C'est vraiment une très belle étape de montagne le dimanche. Donc, dernier jour, une étape courte de 150 km entre le Pont de Claye et la Bastille. La Bastille, c'est ce petit mont qui est au-dessus de Grenoble. Et là, ça va pas débrancher en fait parce que dès le début de l'étape, ça va monter. Et puis en fait, il y aura quasi pas 1 kilomètre de plat. Et au bout de 90 km, donc à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, on va avoir un super enchaînement de 3 cols, dont le col du Granier, qui est un col très difficile de près de 10 km à 8,5-9%. Et puis ensuite, on va enchaîner encore avec 2 cols de près de 7 km à 7% pour filer sur Grenoble. Mais là, encore une fois, comme je vous ai dit, tout pourra encore se décanter, même si, à mon avis, les différences auront été faites, mais ils vont arriver au sommet de la Bastille. Alors, je peux vous en parler, puisque j'ai passé plusieurs années là-bas. La Bastille, voilà, le profil, il parle de lui-même, 1,8 km à 14,2%. Donc, c'est un enfer, hein. C'est, à mon avis, bien plus dur Ça va qu'un faire mal aux Mont-Lévis, jambes. par exemple. Donc voilà pour le parcours de ce critérium du Dauphiné. On va monter finalement crescendo dans la difficulté et on finit sur un enchaînement très dynamique dans les Alpes. Moi, je trouve que c'est un bon cru. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on ne devrait pas s'ennuyer tout au long de la semaine. Il n'y a pas une seule étape où on va se dire, bon, ça va être une énorme sieste et puis voilà quoi. Ouais, ouais, pas trop d'étapes de sieste, t'as raison.
T'as raison, Titien, un parcours qui peut plaire aux grimpeurs, mais aussi beaucoup aux punchers, je pense. Toi, t'en penses quoi, Raph, de ça? Est-ce que t'es d'accord avec ce fait que ça va plaire aux punchers et que ça va être aussi un critérium dans lequel on va pas s'ennuyer? Ouais, bah, autant je suis d'accord sur le côté, on va pas s'ennuyer parce que toutes les étapes sont intéressantes, au moins les derniers kilomètres. Alors, la première étape, les montées sont pas non plus si difficiles, ça fait 1 kilomètre, quoi. Donc, je pense que faut vraiment être un sacré puncher pour pouvoir décrocher enfin, tout le monde dans une côte de seulement 1 kilomètre à 7%. Ma foi, on verra bien ce que ça donne. Sur la deuxième étape, c'est pareil, c'est des côtes à 1 kilomètre, etc. Alors là, en l'occurrence, ce sera vraiment trop dur pour les sprinters, ça c'est clair. La troisième étape, je suis même pas sûr qu'elle soit promise aux sprinters en fait, hein, parce que 7,5 km à 3%, s'il y en a qui décident de visser, bah, je vois pas beaucoup Ouais. de sprinters capables d'aller chercher la victoire. Et par contre, je suis assez déçu par la montagne, notamment par l'avant-dernière et non, l'étape 6, pardon, celle qui termine avec Révolant. En fait, je la trouve, en fait, trop facile. Là pour le coup, c'est une étape qui sera pas intéressante parce que tout le monde va se regarder, on ne laissera pas partir d'échapper. Mais parce que c'est une étape, enfin, c'est une course d'une semaine, donc on laisse pas partir des échappées trop loin sur une course de seulement une semaine. Mais en fait, c'est tellement peu difficile que qu'à mon avis, ça va juste se regarder, ça va juste se jouer les bonifs au sprint à la fin, et c'est pas là que ça va se décanter. Ouais, Et c'est sûr. ensuite, effectivement, sur les 2 dernières étapes, ouais, d'accord. Le col de la Croix de Fer que j'ai jamais fait, que je connais assez mal, mais je te crois, Titien, quand tu me dis que la fin est vraiment sacrément dure, où là, ça peut faire des écarts. Et encore, on n'a qu'une semaine de course dans les jambes. Encore une fois, l'étape est assez courte. Est-ce qu'on va vraiment réussir à faire des grosses différences? J'en sais rien. Et sur la dernière, le col du Granier est difficile, certes. Le col de Cucheron est pas très difficile. Et le col de Porte de ce côté-là est très roulant, avec un très bon revêtement. Enfin, est-ce que ça va se jouer avant la Bastille ou pas? Moi, j'aurais tendance même à penser que la victoire se jouera dans la Bastille, en fait. Et Ah ouais. et je suis pas forcément fan de ces parcours où tout se joue à la fin. J'aime bien quand il y a une étape un peu piégeuse, un peu difficile, un peu où un favori peut perdre du temps en milieu de semaine pour que justement il ait tout à faire ensuite, qu'ils doivent tout tenter et que là ça mette des beaux combats. J'ai peur qu'on s'ennuie jusqu'aux 2 dernières étapes. Ok, bah Bah, ouais, vas-y, Titien, si t'as envie de réagir, non, je te mais je laisse. disais, l'étape où ils vont tous perdre du temps sur, on la connaît, hein, c'est le chrono. Donc, Ouais. Oui, au moins, ce chrono aura le mérite d'avoir ouvert la course. Et s'il y en a qui veulent gagner le critérium, bah, ils savent bien que, étant donné qu'on va en parler après des favoris, mais qu'il y en a un ou deux qui vont sûrement dominer le chrono par rapport aux autres, voilà. Il y en a qui vont partir avec un gros désavantage. Donc, mais moi, ce que je vois, c'est que souvent, la dernière étape du Critérium du Dauphiné, on a quand même souvent eu des feux d'artifice sur des parcours qui n'étaient pas non plus hyper compliqués, hein. On se souvient de certains retournements de situation des éditions précédentes. Donc, euh, moi, ça me dérange pas, d'autant plus que le Granier, pour le coup, il est avant tous les deux autres cols. Et le Granier, c'est vraiment, vraiment un col difficile. ça c'est vrai que c'est un gros morceau, surtout Donc, depuis Chapareillan, c'est pas drôle si quoi. ça part là-dedans, quand même, dans tous les cas, on devrait avoir une étape dynamique. Mais c'est vrai qu'un favori qui aurait pris 1 minute 30 sur le chrono, s'il est costaud, bah, il a juste à attendre les 6 derniers kilomètres de la Croix de Fer le samedi. Et puis, il suffit de s'accrocher dans le Granier le dimanche et ça devrait aller. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a un contre-la-montre qui devrait faire beaucoup de différence par rapport à ce qu'on peut reprendre dans les étapes de montagne. Et je suis d'accord avec toi que Crévolant, c'est un peu décevant parce que, à mon avis, la différence, elle se fera dans les 500 derniers mètres. Ouais, Mm. mais je suis d'accord, assez d'accord avec ce que vous avez dit en globalité sur ce parcours qui est quand même assez roulant et dans lequel, bah, finalement, sur une semaine, les écarts vont pas être immenses et on va se retrouver en fait avec sûrement un favori qui va essayer de tenir le rythme de la course et de pas exploser dans l'école. Ça va être, je pense, en grosse partie ça. Mais je suis quand même assez content de me dire que, bah, finalement, comme c'est un parcours assez facile, tu vas être obligé d'attaquer. Il va falloir que tu partes, il va falloir que tu tentes. Et bah, je trouve que ça ouvre plus le parcours à de multiples attaques.
Je pense que le chrono va pratiquement, hein, j'ai pas envie de m'avancer, mais pratiquement sceller la course, je pense. Si un favori a allez, 40 ou même 30 secondes d'avance, je pense que ça peut potentiellement déjà être assez. L'étape à Salins-les-Bains, ne va rien changer. L'étape d'après non plus. Décevante aussi celle-ci, hein. Comment? Décevante aussi celle-ci, l'étape de Salins-les-Bains. Attends, ils ont un poupée à côté, hein, Ouais, il y quand a le même. poupée à côté, c'est vrai, mais bon, tu sais, quand je l'ai vu sur la présentation, j'étais en mode: «Oh purée, ça y est, ils vont mettre le mon poupée et tout». Pas du tout, pas du tout. Voilà, le Mont Poupée, c'est quand même une montée difficile, c'est quasiment 4 kilomètres à alors c'est Non, quoi? C'est c'est pas c'est 4 9, kilomètres. 10%? Ça doit être 9 Si, kilomètres à 7, un truc comme ça. non, non, mais les 4 derniers kilomètres sont à 10%, je Ouais, ouais, crois, 4 avec un ouais, virage très difficile. Ils l'ont fait au Tour du Jura, je crois, cette année. ouais, Et voilà, là, ça aurait pu être un peu plus un intéressant. vrai feu d'artifice, quoi. Une vraie ascension difficile où tu peux faire exploser du monde, etc. Mais non. Pour moi, c'est un parcours quand Ouais, même pour puncher qui est là, hein. On a quand même un parcours pour oui, moi qui oui. est pour les punchers. Et en fait, les favoris, ils ont juste un truc à faire, c'est gérer leur contre-la-montre. Pour moi, ça va être comme ça que ça va se passer. C'est bien, Ouais, c'est que les favoris, globalement, on va en parler après, à part un seul, ils sont quasi tous mauvais en contre-la-montre, donc ouais, mais c'est ce que j'allais dire, en fait. Bah ouais, Ce qui aurait été top, ce qui serait top, c'est qu'il y ait un outsider un peu sérieux qui Ouais. arrive à mettre à l'amende les autres sur le contre-la-montre pour qu'on voit tout le monde se dévoiler bah, assez il y en a vite. un, Et hein. là, ça serait trop beau. Il y en a un, je pense, qui peut faire un Ouais, peu ouais, ouais, la ouais, diff. Ah oui, mais en fait, il y en a un qui va faire un très bon chrono, mais globalement, en fait, tous les mecs qui sont là, c'est des mecs qui viennent préparer le tour. Oh oui, Et c'est un Tour de France où il n'y a pas de chrono. Donc forcément, c'est que cette année, tous les purs grimpeurs qui sont mauvais en chrono, ils vont sur le tour et donc ils sont sur ce Dauphiné. Donc vraiment, on a cette liste de favoris où bah, tous les rollers, ils étaient sur le Giro, quoi. Donc là on a que des c'est planches clair. à repasser sur le chrono. À mon avis, ça va être assez marrant parce que ils seront tous mal classés au bout du quatrième jour, je pense. Ouais. Ou pas top, en tout cas. Messieurs, je propose qu'avant de passer aux favoris, allez, on dit chacun une étape qui va être intéressante en donnant un peu très rapidement le scénario de l'étape. Si quelqu'un de vous veut commencer. vas-y, Titien. Bah, moi, je pense que je vais partir sur la dernière quand même, hein. C'est l'étape qui me plaît le plus dans toute cette semaine. Et puis voilà, enfin, moi, je suis toujours un peu hypé par les dernières étapes du Critérium. On a des équipiers qui sont fatigués, on a perdu du monde, c'est assez débridé. Et autant j'aurais pas été content qu'ils mettent une course de côte vraiment pure de côte sur le dernier jour, autant là, je me dis que voilà, ça peut créer des choses. Bon, pour moi, c'est la plus belle étape de ce Dauphiné. Donc voilà, si je dois en retenir une que j'attends vraiment, c'est celle-là. Ok, ok. Raph? Ouais, bah écoute, je suis plutôt d'accord, hein. C'est vrai que ce que j'aime bien dans cette dernière étape, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ça remonte. C'est très casse-pattes. Et ça, c'est ce qu'on adore, en fait. D'arriver en bas d'une descente et de remonter tout d'un coup très sec, très dur. C'est ce qu'a mis Pogacar dans le mal au granon. C'est ce qui, à mon avis, va être le plus joli à voir et le plus attendu sur ce critérium. Même si des petites différences peuvent être faites la veille, mais je vais te suivre Titien là-dessus. Moi, je mets l'étape de la Bastille. Ouais, je vous rejoins aussi. Cette étape, elle est vraiment pour moi la plus intéressante. Il y a cet enchaînement de cols quand même, où comme tu l'as dit, bah, on monte le granier, on redescend, on remonte direct après, on redescend, on remonte et on se finit sur deux bornes à 14%. Donc ça va être ultra intéressant à suivre. Je pense que les autres étapes sont trop moyennes, voire trop faibles en fait pour créer un vrai écart, à part le chrono. Donc du coup, ouais, je reste sur le même avis que vous. Je me mouille pas trop et je pense que l'étape 8 va être la plus intéressante à suivre, en tout cas. Bien. Bah, Ouais, rendez-vous dimanche en 8 alors, Oui. hein. Ah bah et ça, c'est sûr. stéréotypé parce qu'en fait, toutes les autres étapes, je suis sûr qu'aujourd'hui, on peut tous prédire à peu près ce qui va se passer. Oui. C'est vraiment, je pense, la seule étape où c'est dur de pouvoir se faire une idée, tandis que celle de la veille, on sait très bien qu'elle sera très dure, mais que si on regarde que les 10 derniers kilomètres, c'est là que tout va se jouer, quoi. En espérant que les coureurs nous fassent douter nos dires et qu'il se passe des grandes choses dans Bah les oui, autres oui, étapes. bah. Mm. Très bien. Eh bien, messieurs, maintenant que nous avons bien analysé ce petit parcours, nous allons pouvoir parler de nos favoris, les favoris qu'on a choisis sur ce critérium du Dauphiné. Alors, la start list est pas encore complète. Elle est Ouais, pas encore loin de totalement là, hein. complète.
Euh, mais on a quand Bon, même les déjà, favoris, on les connaît, voilà, hein. les favoris sont déjà là. Les favoris sont déjà à peu près tous ici. Je pense que on peut déjà assurément dire que le gagnant du Critérium sera est déjà dans la start list. Et du coup, je propose qu'on commence. Et Raph, qui n'a pas commencé à parler de son étape, va nous parler de son favori. Raphaël, c'est parti. Ouais, si vous voulez, en fait, moi j'attends toujours qu'Israël mette son équipe parce que je voulais mettre Froome en favori. Ah bah oui, en plus il a gagné plusieurs fois, il a forcément la connaissance du terrain. Non, mon favori c'est Richard Carapaz, euh, qui Tiens a donc. fait un début de saison plutôt en demi-teinte, en fait, après ses championnats nationaux très tôt dans la saison. Il a été loin d'être impérial sur le Tour de Catalogne. Il a même plutôt joué les échappées, etc. Sur le Tour du Pays Basque, il le termine même pas. Non. Mais en fait, il vient de terminer le Mercantour classique où il a allumé tout le monde. Il était imprenable. Il a écœuré tout le monde sur la journée, sur son attaque notamment, où Lenny Martinez pouvait pas suivre, etc., etc. Et en fait, on sait qu'il prépare l'enchaînement Tour de France, Vuelta. Et je pense justement qu'il a eu un début de saison assez peu chargé pour ça, pour arriver en forme, pour arriver avec du jus sur ce critérium et pour enchaîner avec le Tour de France. Je pense que ça peut justement être un outsider vraiment sérieux, surtout si il ose partir assez tôt, parce que c'est le genre de mec qui oserait partir aussi assez tôt, notamment par exemple dans le granier ou quoi, et éventuellement faire des écarts de peut-être plusieurs minutes, ou en tout cas plus d'une minute, et on sait que sur un critérium, plus d'une minute, ça peut jouer. Donc à côté des deux autres grands favoris, j'aurais tendance à citer Richard Carapace. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu un coup de poker, mais en tout cas, c'est un coureur que j'ai déjà pris énormément de plaisir à voir courir et que j'aimerais reprendre du plaisir à voir courir et que j'aimerais aussi qu'il prenne du plaisir à courir pour ses nouvelles couleurs sans avoir la pression d'Ineos, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Moi, je te rejoins totalement. Carapace, c'est un coureur qui gère ses saisons plutôt bien, en fait. Enfin, en tout cas, il sait être en forme quand il le veut. Je pense qu'il faut pas du tout se fier à son niveau de début de saison. Il est jamais en très très grande forme, mais par contre, à chaque fois, il arrive sur ses objectifs des grands tours en forme, et ça le prouve déjà au Mercantour, même si l'adversité n'était pas non plus celle qu'il aura sur le Critérium du Dauphiné. Bien sûr. Voilà, je pense que Carapace est un très très gros candidat au podium. Il est toujours très régulier dès qu'il est en forme sur les classements généraux. En 2021, là, quand il fait troisième du Tour, et ben, il remporte le Tour de Suisse, si je dis pas de bêtises, 2 semaines avant. Donc voilà. Euh, Moi, je le vois très bien briller. Je suis très content qu'il soit sur cette course. Je crois que je l'ai pas souvent vu au Critérium du Dauphiné. Mais Carapace, c'est toujours un mec qui met le feu. C'est un mec qui n'hésite pas à attaquer. Et comme tu l'as dit, la dernière étape, elle lui convient très très bien pour ces qualités-là. Donc j'ai hâte de le voir sur cette course avec son magnifique maillot, je trouve, de champion de Colombie. Mm. Donc d'Équateur, pardon. Oula, de Ouais, Colombie. D'Équateur. Et non, non, attention. attention, hein. Non, non, Carapace, très très gros favori pour le podium, tout du moins. Donc je te suis. Ouais, Et sache que tu ne dis absolument pas de bêtises, hein, parce qu'il finit sur la plus haute marche du podium du Tour de Suisse juste avant son Tour Ah, de France en 2021. bon, bah, voilà. magnifique. Oh là, les professionnels qu'on a à Radio Fringale, c'est affolant. Non, mais moi, écoute, je suis peut-être un peu plus réticent que vous deux par rapport à Carapaz. Moi, je l'ai vu lors du Tour du Pays Basque et du coup, pour moi, il était vraiment mais complètement à la ramasse. Je l'ai trouvé complètement à la ramasse, largué dès que ça a accéléré un tout petit peu. Mais en fait, sa victoire récente et ses capacités aussi de grimpe qui pour moi, Carapace, c'est un coureur qui, comme on l'a dit, c'est pas du tout un coureur de début de saison. Il se révèle plus quand les objectifs arrivent. Et là, je sais pas. euh, pour moi, il va avoir des opportunités. Et on est dans un. Je pense que les autres coureurs le prennent aussi comme
un favori ou un outsider, mais ça va pas être la première personne sur laquelle on va se concentrer pendant ce Dauphiné. Il y a d'autres mecs qui vont être plus sous les projecteurs. Et Carapace, du coup, va avoir un peu plus cette carte de bah, je suis pas vraiment ultra attendu. Mon nom fait peur, évidemment. Enfin, voilà, quoi, j'ai gagné un grand tour, etc. Mais j'ai cette carte de bah, en fait, si je veux attaquer, je le fais quand je veux. Alors après. Carapace, ouais, c'est un peu le qui tout double, quoi. C'est ou tout va bien, ou tout va très mal. Donc voilà. Mais cette carte, en fait, moi qui me plaît chez lui, c'est cette carte vraiment de je vais pouvoir être un petit peu en semi-liberté sur ce Dauphiné. Après, Richard Carapaz, c'est pas une burne en contre-la-montre. Il a Ouais, été déjà champion national de contre-la-montre. Bon, c'est l'Équateur, mais on se rappelle du Tour d'Italie qu'il a gagné, où je crois que sur ses contre-la-montre, il fait 10e et 11e ou un truc comme ça. Enfin, vraiment pas ridicule, quoi. non, Et non, il est capable de faire des belles choses, hein. du coup, je me dis que ouais, il est quand même il est capable du meilleur et c'est pas le mec qui va perdre un temps fou contre la montre. Donc voilà, il peut aussi jouer cette carte-là, d'être un des favoris outsiders, un des gros noms qui soit pas largué. Ouais, 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 bah écoute, on verra un petit peu comment va se passer cette carte Carapace, mais en tout cas, un coureur à suivre bah, pendant ce Dauphiné, ça va être, je pense, intéressant de le voir courir. Tiens, tu avais un autre favori, peut-être plus favori que Carapace. Oui, oui, parce que bon, on cite chacun un favori, mais on va tous être d'accord, je pense qu'il y a un grand favori sur ce critérium du Dauphiné. Bah, c'est le vainqueur sortant du Tour de France, deuxième du Dauphiné l'an dernier, c'est Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, en fait, il a coupé sa saison après le Tour du Pays Basque, qu'il a magistralement remporté. Il a eu un petit accro sur Paris-Nice, mais alors, je sais plus comment elle s'appelle, la course qu'il a gagnée en Espagne, où il a gagné quasi toutes les étapes, mais Au Le Grand Grand Camino. Camino. oui, au Grand Camino, voilà. Donc voilà, il était impressionnant au début de saison et en fait, tous les mecs qu'il va rencontrer là, il les a quasi rencontrés tous au Pays Basque et il les a largués. Et puis en fait, bah voilà, c'est le meilleur rouleur largement de tous les favoris et outsiders qu'on va évoquer. Et quand je disais que c'était tous des billes en chrono, alors Carapace il se débrouille bien, mais Vingegaard il est excellent en contre-la-montre et pour moi il va prendre un avantage assez considérable sur le chrono du mercredi et ensuite étant Vingegaard, hein, il a prouvé en montagne que non, quand il voulait, il n'avait pas d'égal. Je vois mal comment il va pouvoir être renversé, même si son équipe n'est pas forcément l'équipe type du Tour de France. Donc voilà, c'est le meilleur en chrono. Il y a un chrono, il va prendre beaucoup de temps. Logiquement, c'est le meilleur en montagne. Alors après, à voir, voilà, s'il est à son top niveau ou s'il a un niveau intermédiaire comme celui de Paris-Nice. Mais dans les faits, voilà, s'il est en forme, je vois pas comment Jonas Vingegaard, sauf incident, peut perdre ce critérium du Dauphiné. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, ouais, bah je te rejoins hein, complètement là-dessus. Je pense que Vingegaard est l'ultime favori de ce Dauphiné. Il a aussi une excellente équipe pour l'accompagner, hein, et notamment il y a des mecs pour l'instant, je vois les noms là, Kruijswijk, Van Baarle, Attila Valter, même Thomas Gloag, qu'il faudra pas sous-estimer. Ouais, il a une super équipe, c'est le grand favori. Et comme tu as dit, Titien, hein, c'est vraiment cette qualité de rouleur qui le met vraiment un cran au-dessus des autres. Euh, Après, sur Paris-Nice, c'est vrai qu'il a été un petit peu moyen, voire même très moyen, je trouve. Alors, il est quand même troisième, hein, c'est pas non plus une contre-perf, mais on s'attendait à un plus grand duel avec notamment Pogacar. Et voilà, là, il arrive en s'affirmant en tant que favori. Et je pense que cette carte de je suis le favori de la course, je n'ai pas vraiment. Enfin, j'ai des rivaux, mais pas. Pour moi, son plus grand rival, de toute façon, c'est Pogacar et ça restera comme ça. En fait, c'est genre une course où il n'y a pas Pogacar, donc il est le favori. Et dans cette situation-là, pour moi, il ne peut pas perdre. Là, les trois courses qu'il fait cette saison, il gagne le classement général de deux courses où il est le grand favori. Et la seule où il est pas dedans, c'est celle où il y a Pogacar. Donc je me dis, bah en fait, si on se base comme ça, bah Pogacar n'est pas là, Vingegaard doit absolument s'imposer et va s'imposer. Et puis, ouais, le contre-la-montre, c'est trop à son avantage.
Donc je vois vraiment pas. J'ai un petit nom derrière, mais je vois quand même. Je vais avoir du mal à retirer Vingegaard de la première place de ce Dauphiné. Euh, Complètement d'accord. Vous avez très bien résumé la chose. En fait, c'est pas tant la question est-ce que Vingegaard n'est pas favori, enfin n'est pas l'ultime favori, puisque c'est l'ultime favori. Mais la question c'est est-ce que l'autre grand favori peut aller le battre? Et Ça en va être fait, ça, ouais. enfin voilà, c'est sûr que ce parcours, il a l'air taillé pour Vingegaard. Vingegaard, il gagne le Tour de France l'année dernière. Donc, on sait qu'il marche très très bien en haute montagne et voilà, enfin, c'est un grimpeur. On sait que c'est un excellent rouleur, le meilleur, le meilleur de ce peloton-là en tout cas. Enfin, un des meilleurs de ce peloton-là qui va être aligné sur le critérium. Et on sait par le Tour du Pays Basque que c'est aussi un excellent puncher qui peut aller rafler toutes les étapes de punch s'il en a envie Mm. et que qu'en gros si vraiment si ça lui chante, il peut essayer d'aller gagner 4 ou 5 étapes sur ce critérium. Voilà. Maintenant la question c'est est-ce que l'autre favori va être assez enfin peut éventuellement dans les meilleures dispositions possibles être assez fort pour aller le détrôner et si oui comment? Ouais, ça va être un peu ça, hein. Vingegaard, ça va être qui va pouvoir me contester. Si personne peut me contester, c'est pas béni, quoi. C'est vraiment in the pocket le Dauphiné pour lui. Et du coup, pour l'autre favori, moi j'ai choisi un favori qui me fait plaisir et sur lequel j'ai beaucoup d'attentes pour cet été notamment. C'est David Gaudu, le petit David. David Gaudu, je l'aime de plus en plus, je crois. C'est pour me faire passer la retraite de Pinot. Mais ouais, David Gaudu, pour moi, il est presque au même niveau que Vingegaard, hein. Alors, on se souvient évidemment de Paris-Nice, où il a fini juste devant Vingegaard, et même dans les arrivées d'étape, il a réussi j'arrive plus à parler, il a réussi à le battre au punch. Et en fait, David Gaudu, je trouve qu'il a progressé dans des domaines, notamment en gestion de sa course. Je le trouve beaucoup plus malin, beaucoup plus lucide. Et en fait, voilà, je pense que maintenant, il est capable de gérer une ascension, de gérer une arrivée en boss, et capable de se dire, ok, là, il se passe ça, donc je me mets ici. À partir de ce moment-là, si c'est comme ça, bah, j'attaque, sinon je reste dans les roues. Enfin voilà, pour moi, David Godu, il a cette capacité, il a appris à courir, on va dire, intelligemment. Et voilà, je pense qu'il peut avoir sa petite surprise à mettre. Pour moi, derrière Vingegaard, c'est le deuxième favori. Je le dis. Pour moi, après Vingegaard, c'est Godu. Et vraiment, je le pense fort. Pour moi, Godu fera 2 ou un, malgré ses petits problèmes en chrono. Mais bon, ça va être quelque chose à travailler avec le temps. C'est un peu le seul point où il va pêcher. Mais voilà, Godu, je le vois bien. On a vu qu'il avait aussi un bon punch. Donc je pense qu'il est capable d'aller chercher des bonifs, ou même être capable de prendre 10 secondes sur d'autres favoris lors d'une étape. Donc ouais, Godu, moi je le sens bien. Vraiment, le seul point faible, bah, ouais, ça va être le chrono. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi Godu, c'est vraiment mon deuxième grand favori, et juste derrière Vingegaard. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le niveau physique, David Gaudu, effectivement. En fait, bah, c'est très simple, c'est le seul qui a rivalisé et voire été mieux que Vingegaard cette saison. Donc à partir de ce moment-là, on le place forcément en tant que deuxième favori, même si voilà, de par le chrono, il passe derrière le Danois, mais je pense qu'à son meilleur niveau, en tout cas sur une semaine, il n'a pas forcément grand-chose à lui envier en montagne. Moi, je ferais juste attention à deux choses. La première, c'est que Gaudu, il a jamais vraiment brillé sur le Dauphiné. On pense à l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin, il a toujours été moyen. Et derrière, il nous a quand même sorti des très beaux Tours de France. Donc, je ne sais pas si on a envie déjà de le voir à 100% de sa forme cette semaine. Mais voilà, c'est jamais une course qui lui a réussi. Donc, à voir si enfin il peut un peu conjurer le sort sur cette course et être un peu plus en avance sur sa préparation. Et la deuxième chose, c'est qu'au printemps, là, autour du Pays Basque, puis sur les classiques, il a énormément souffert du pollen, de ses allergies au pollen. Et en ce moment, c'est pas tellement fini. Il va quand même y en avoir encore pas mal jusqu'à mi-juin et ça a pas mal été le cas là sur la semaine dernière. Donc, est-ce que il a pu récupérer? Est-ce qu'il a pu bien s'entraîner comme il fallait? Bon, j'espère que oui, hein, mais voilà, c'est deux interrogations que je me pose
par rapport à David Gaudu, par rapport à ce qu'on a vu de son printemps, où finalement il a plutôt souffert, à part sur Paris-Nice. Donc voilà. Mais sur le niveau physique, ça reste le principal challenger, même si je pense que malheureusement la différence faite en chrono sera dure à, voire même vraiment impossible à récupérer derrière sur la montagne. Raph, t'en penses quoi, toi, de David Godu? Bah, je suis full d'accord, hein. Pour moi, David Godu, c'est deux au moins. Il faut qu'il finisse au moins deuxième. Sinon, on sera déçu, ça c'est sûr et certain. La seule fois où on l'a vu en chrono cette année, il me semble que c'est sur Paris-Nice. Ouais. Et sur Paris-Nice, il ne perd sur 32 km que 14 secondes sur Vingegaard. Après, Alors c'est un certes, chrono c'était en un chrono équipe, par ouais. équipe, mais c'était un chrono par équipe particulier. Un chrono par équipe où c'était chacun son temps, en gros. Et faut pas oublier que Vingegaard était accompagné de Jan Tratnik, de Van Hooijdonk, de Tobias Foss, de Rohan Dennis, de Eduardo Affini, quand Gaudu était accompagné de Stephen Kung. Sans dire du mal du reste de son équipe, mais voilà, enfin, il n'avait pas non plus la même équipe que Vingegaard pour l'accompagner dans ce chrono et il perd que 14 secondes. Est-ce que David Gaudu a travaillé le chrono? Alors, je pense que oui, parce que en fait, chaque coureur qui sait que le chrono est un frein pour lui va travailler intrinsèquement le chrono, puisque dans les courses par étapes d'aujourd'hui, le chrono est quasiment présent à chaque fois. Est-ce qu'il va pouvoir assez minimiser le, la perte de temps? Mais je pense que si il arrive à perdre moins de 45 secondes, voire 30 secondes sur le chrono, il peut aller jouer la victoire. Et moi, c'est dans cette position-là que je l'attends, c'est capable d'aller jouer la victoire. S'il l'a pas, on lui en voudra pas parce que c'est Vingegaard qui est devant. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais par contre, de tout le reste des outsiders, favoris outsiders qui vont se présenter, qu'on va présenter après, pour moi, c'est celui qui a le plus de jambes cette année. C'est celui qui est le plus en forme. C'est celui qui a montré le plus de garanties. Et ouais, je veux le voir performer parce qu'il en est capable et parce que c'est le moment maintenant de confirmer tous les espoirs qu'on a en lui. Il commence à, bah voilà, il a quoi? Il a 25 ans, 26 ans, 25, je c'est crois, ça, hein. un truc comme ça. 26 ans maintenant? Il a 26 ans. 26 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, à 26 ans, bah, c'est le moment de confirmer et c'est le moment aussi de s'affirmer un peu en patron d'équipe et de dire bah oui, je suis capable d'aller faire des podiums au Critérium, donc je suis capable d'aller faire des podiums au Tour de France, donc je suis capable de jouer des courses par étapes pour les Français, quoi. Ouais, je pense que c'est assez bien résumé pour David Godu. David, si tu nous entends, tu sais ce qu'il te reste à faire pour nous rendre fiers et heureux lors de ce Dauphiné et du prochain Tour de France. Messieurs, sans transition finalement, les outsiders, on a quelques noms à citer. Alors on en a un nom chacun d'outsider. Et je propose qu'on parle un petit peu chacun de son outsider, comme on vient de faire avec les favoris. Et puis ensuite qu'on se balance un peu la liste des outsiders qu'on n'a pas cités rapidement pour se dire est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ça vous va? Très bien. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Allez-y, commencez parce que je me rappelle plus qui vous aviez choisi en fait. Eh bien, allez, je me lance, parce que je l'ai sous les yeux. Moi, mon outsider, c'est Matteo Jorgensen. Alors, déjà, premier truc, Jorgensen, il est dans la même équipe qu'Henrik Mas. Et moi, ça me pose souci, parce que je pense qu'en ce début de saison, pour moi, Jorgensen, il a carrément sa place pour être leader de son équipe. C'est un mec qui fonctionne très très bien en ce moment. Deuxième du Tour de Romandie. Sur Paris-Nice, il fait huitième. Il a montré de belles choses. Sur les classiques, il a été loin d'être ridicule, 9 sur le Tour des Flandres. Donc, c'est un mec qui a montré ses capacités cette saison. Ensuite, il est plutôt bon en chrono, voire même très bon, je trouve. C'est un très bon rouleur, Jorgensen. Alors, pas au niveau de Vingegaard, certes, mais je trouve que c'est vraiment un très bon rouleur. Euh, les chronos qu'il a fait cette saison, il s'en sort plutôt bien, sur les chronos individuels du moins. Donc voilà, Jorgensen, moi, ça me fait penser qu'il peut aller jouer cette petite carte de top 5. Je le vois, en fait, pour moi, Jorgensen actuellement a plus de chances qu'Henrik Mas. Alors, ils n'ont pas le même profil, je pense.
Je pense qu'Henrik Mas, c'est vraiment un grimpeur qui va vraiment rouler sa bosse dans la montée. Alors que Jorgensen, lui, a peut-être un peu plus de punch là-dessus. Mais je trouve que Jorgensen est meilleur aussi en chrono. Après, Henrik Mas est loin d'être ridicule cette saison. Mais je pense vraiment que Jorgensen a montré plus de belles choses pour moi. Et du coup, c'est ça qui me fait dire qu'en fait, Jorgensen, c'est un outsider. Et en fait, pour moi, c'est presque un favori, Jorgensen. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il va prendre l'ascendant avec le contre-la-montre. C'est un excellent rouleur et ce sera un des mieux classés parmi les outsiders, à mon avis, à l'issue du chrono. S'il a maintenu sa forme du début de saison, j'ai pas de doute là-dessus. Alors après, en fait, je pense que sur 3 semaines, le vrai leader, c'est Henrik Mas, mais sur une course d'une semaine, je pense que Jorgensen, il a tout à fait sa carte. J'ai juste peur pour lui peut-être de la dernière étape avec un peu des pourcentages. C'est quand même un coureur qui reste un peu plus lourd que les purs grimpeurs, mais sinon, c'est pas le parcours là qui va le mettre en difficulté. C'est un excellent puncher, un bon gazier là qui est un peu 4x4 là qui sait tout faire. Donc non, non, j'ai pas de doute qu'il puisse être pas loin du top 5 à l'arrivée finale. Donc, et sur une semaine, je vois pas Henrik Mas être bien meilleur que lui. Donc je te suis là-dessus. S'il est à son meilleur niveau, un très très gros outsider pour être dans les 5 premiers du général final. Ouais, d'accord avec toi aussi, hein. Henrik Mas a donné assez peu de garanties en ce début de saison. On avait l'impression qu'il avait envie d'être à fond et au meilleur niveau sur chaque course qu'il a fait, puisqu'il finit toujours 5, 6, 5, un truc dans le genre. Et en fait, il arrive jamais à rivaliser vraiment avec les meilleurs, alors que Jorgensen, bah, il s'est bien montré sur le Tour de Romandie, sur Paris-Nice. Alors, il perd quand même un peu de temps. Sur Paris-Nice, il termine que 8e. Et puis, même s'il y a une bonne partie de sa perte de temps qui est liée au contre-la-montre, euh, sur un parcours comme celui-là, et du coup, avec le contre-la-montre, effectivement, Jorgensen peut éventuellement faire de très bonnes choses. Et tu l'as très bien dit, Titien, le point d'attention, ça sera effectivement la dernière ascension de la Bastille. Est-ce que c'est pas là qui va tout lâcher? Bon, bah, on verra, mais en tout cas, bah, je pense que si j'avais un podium à donner, ça serait presque Vingegaard, Gaudio, Jorgensen, en fait. Ah oui, quand même. Si Carapaz est pas dans le coup comme je pense qu'il le sera, Ouais. c'est Jorgensen qui prendra sa place. Enfin, je les vois à peu près au même niveau, ces deux-là. Ok. Ouais, bah, moi, ça me va hein, qu'on voit Jorgensen à ce niveau-là. En espérant que Movistar lui donne pas des consignes au final de juste aider Henrik Mas dans les montées. Mais même si je ne pense pas que ça va se passer comme ça, parce que c'est une course d'une semaine, Henrik Mas est là pour se tester et pour juger de son niveau Ouais, actuel. après, c'est Movistar, hein. Après, c'est Movistar, c'est ça qui me fait peur. Mais Voilà, normalement, il n'y a c'est pas de vrai. raison de laisser Jorgensen autour de Henrik Mas si Jorgensen est meilleur. Pour moi, il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai, mais comme c'est Movistar, bah, c'est difficile d'anticiper la stratégie qu'ils auront. Des fois, c'est des éclairs de génie, des fois, c'est l'inverse. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils ont très bien utilisé Jorgensen et qu'il a fait une très belle campagne de classique. Donc, il est capable aussi du meilleur. Et voilà, j'espère qu'on le verra en forme en tout cas. Putain, Pas devant Godu, mais en je forme. serais tellement dégoûté s'il doit sacrifier un masse sur une semaine. On le connaît, hein, il va rien faire pour moi. Ouais, c'est Donc, trop léger. je serais tellement dégoûté si. Enfin, masse sur 3 semaines, là, je dis pas ça, je dis pas, mais non, mais sur une course d'une semaine comme ça, avec un chrono où la montagne, elle aura du mal à faire trop de différence. Franchement, ça me ferait mal au cul de tout viser sur ce coureur-là, quoi. Ah Je bah moi suis clairement aussi, d'accord. complètement, hein. Écoute, on verra, mais c'est c'est peut-être probable, hein, mais non, mais enfin, en tout cas, je pense que si Jorgensen il est dans le coup après le chrono, Ça peut être et un ça bon devrait être dynamiteur le de cas, course. voilà, il faut jouer les deux cartes. Non, voilà. Tu le vois jouer le podium, toi, Titien? Non, mais je le vois jouer le top 5. Ok, tu vois qui devant? Encore, Bah, il va nous le on va dire, je en parler pense. après, on va en parler après. Il y a quand même non, mais attends, il y a quand même une Il y a flopée des sacrés noms. Ouais. de grimpeurs, hein. Alors, voilà. Bah, moi, je vais en parler Mais je oui, vais vas-y, poursuivre si ça vous va sur évidemment.
Moi, je vais parler d'un coureur de l'équipe Bora, je vais parler de Jay Hindley. Euh, Tu vois, il y a quelques coureurs dans le peloton, comme Carapace par exemple, qui sont à un niveau sur l'année et qui sont largement capables, contrairement à ce que d'autres ne peuvent pas le faire, mais d'élever leur niveau de plusieurs paliers sur les courses qu'ils ont visées. Et je pense que l'Australien, c'est son cas. Cette année, voilà, il a mis le cap sur le Tour de France. Il a été plutôt très moyen depuis le début de saison. Mais les années où il brille sur le Giro, là où il fait premier et deuxième, il était aussi très très moyen sur le reste de l'ensemble des courses. Et donc voilà, moi j'y crois pas mal, vu ce qu'il a montré sur le Giro l'année dernière, où quand même il a atomisé Carapace et Landa quand même. Je pense qu'il a des très très grosses capacités en montagne. Et donc voilà, je le vois plutôt bien briller, notamment sur une dernière étape avec des forts pourcentages qui pourraient lui convenir. Donc encore une fois, c'est à Paris et ça se trouve, il va être très, très mauvais. Mais voilà, je pense que s'il a bien préparé son affaire pour le tour, il sera au rendez-vous déjà de ce critérium du Dauphiné. Et je le vois bien briller, même si je pense que lui, il va prendre un bon tir en chrono. Donc voilà, je pense que ça va être dur pour la victoire finale, mais je le mets en bon outsider sur ce Dauphiné pour pourquoi pas la troisième marche. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, j'étais justement plutôt sceptique par rapport à Jane Lay, vu son début de saison, parce qu'il est vraiment à la ramasse, mais genre complet quoi. Enfin, Ah à part ouais. sur le Tour de Catalogne où il hausse un peu son niveau, Sur mais sinon Tirreno, il est pas là du tout, hein. du reste, il est vraiment pas là du tout. Et est-ce qu'il aura l'équipe pour l'accompagner? Enfin, ça c'est la question parce que pour l'instant, à part Bourman, il y a personne dans son équipe qui peut l'accompagner en montagne. Alors, s'il est sur la forme du Tour d'Italie de l'année dernière, bah certes, il va faire quelque chose de grand, mais pour l'instant, il laisse assez peu voir son jeu. Donc, s'il laisse pas voir son jeu exprès, c'est très bien joué. Mais moi, j'avoue, j'ai quelques réserves quand même par rapport à Jane Lay. Par exemple, il n'est pas dans mon équipe Cycling Fantasy, tu vois. Enfin, je pense qu'il est... Enfin, je sais pas, moi je pense qu'il est dans l'équipe de personne, hein. J'ai du mal à voir Jane Lee aller chercher quelque chose. Alors après, c'est le genre de coureur aussi qui peut surprendre. Il peut très bien faire... Là, il a fait récemment top 10 sur le Tour de Catalogne. Mais il peut clairement être là au rendez-vous sur ce Dauphiné. Donc c'est... Ouais, je pense que c'est un peu comme Carapace. Ça va être un peu qui tout double Jane Lee. Son début de saison le met pas du tout en valeur. Il y a des gars qui ont fait beaucoup plus leurs preuves et qui, pour moi, sont beaucoup plus inquiétants, comme par exemple Regason dont on vient de parler. Donc, oui, pour moi, Jane Lay, son nom le laisse quand même en tant qu'outsider, mais il est quand même, je trouve, cette saison, trop, j'ai envie de dire, trop décevant en fait par rapport à ce qu'on attend de lui. Moi, je pense, les gars, qu'on va avoir des surprises. Enfin, la hiérarchie de l'été, elle est rarement celle du printemps, hein. Oui, oui. Qui aurait vu Geraint Thomas gagner Jonas Vingegaard, qui aurait dit avant le Critérium du Dauphiné l'année dernière qu'il allait être aussi impressionnant après un début de saison, il s'était plutôt fait bolosser par pas mal de coureurs. Pareil, Carapace, il n'a pas fait grand-chose, il n'était pas beaucoup mieux que Jay Hindley depuis le début de la saison, même moins bien, je trouve. Ouais. Enfin, moi, je pense qu'il faut se méfier des constats du début de saison quand Oui, même, bien parce sûr. que enfin, je pense qu'on aura vraiment des niveaux de forme qui n'auront rien à voir, hein. Geraint Thomas l'année dernière, il n'avait rien fait du tout avant son Tour de Suisse où il revient bien. David Gaudu, c'était un début de saison très très moyen aussi. Donc moi je pense beaucoup que voilà, il y a beaucoup de courbes de forme qui vont s'inverser et qu'il y en a qui ont beaucoup plus préparé les grands tours. Après encore une fois, ça se trouve à la fin de semaine il sera totalement à la ramasse, hein. Mais mais je sais pas, il y a des coureurs que je sens bien comme ça qui n'étaient pas du tout là en début de saison et qui vont bien préparer leurs affaires pour leurs objectifs. Donc après, À on verra. suivre. À suivre, Non, ouais. non, mais t'as raison, hein. Franchement, je viens de regarder ce qu'il a fait l'année dernière avant le Tour d'Italie. C'est Ah vrai bah que rien, rien. c'est vrai qu'il a fait que dalle. Aussi, cinquième sur Tirreno, mais le Tour de Catalogne juste avant, il fait 13 quoi. Enfin, non, non, mais enfin, t'as raison sur ce point-là, c'est que le printemps ressemble rarement à l'été et c'est justement pour ça qu'il est hyper excitant ce critérium, c'est que le jeu du podium va être hyper ouvert et ça va être Ouais. hyper plaisant quoi. Et d'ailleurs, enfin, on le dit pour tout le monde, mais il y en a aussi qu'on verra pas du tout sur ce critérium et qui seront très bien sur le Tour de France, hein. Donc voilà, il y a sûrement beaucoup d'enseignements qu'il faudra tirer,
mais chacun On va pouvoir en planifie ses tirer, ouais. niveaux de forme différemment. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, j'avais envie d'en parler parce que je me dis que voilà, il va peut-être se réveiller. Tu l'aimes bien, Hindley, toi? Ouais, je l'aime bien. On avait Moi, parlé j'aime pour bien Tirreno, je crois, il me semble. Non, j'en avais parlé dans le. Ah Comment on appelle oui! ça le truc La- de début de saison, là, le conseil de classe. C'est ça, oui, c'est là où tu en avais Moi, parlé. ouais, moi j'aime plutôt bien les purs grimpeurs un peu légers, là, qui roulent un peu comme des planches. Voilà, donc ouais, j'aime bien ce type de coureur. Eh ben écoute, on verra ce que peut donner Hindley. En tout cas, ouais, je pense que la course au podium reste quand même assez ouverte. Et comme tu l'as dit, c'est un coureur dont il faudra quand même se méfier, malgré son début de saison en demi-teinte. Raph, ton outsider, qui est-il? Est-ce que c'est Alaphilippe encore, ton coureur favori? Non, parce que Alaphilippe n'est plus mon coureur favori depuis que Mathieu Van Der Poel a pris sa place. Ça fait déjà plus d'un Oui, oui, an, je sais, mais c'est pour te taquiner. hein. Non, alors, autant Julien Alaphilippe sera à surveiller sur les premières étapes, puisque je pense qu'il était vraiment quand même en forme sur ce début de saison, mais que du fait des maladies et de la malchance, etc., enfin, ça s'est moins bien passé ensuite. Mais je pense qu'il sera à surveiller. Mon outsider, c'est plutôt Mikel Landa, Hmm. qui ne lui ressemble absolument pas. Mais Mikel Landa, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est un mec qui est capable de performer partout. Il est très solide en montagne depuis 2 ans déjà. Très Bon, enfin, constant. en fait, depuis le début de sa carrière, en fait, il est très constant en montagne. Ouais. Mikel Landa, faut pas oublier que c'était quand même le lieutenant de Christopher Froome, etc., etc. Euh, il est très constant en montagne, il est très costaud, il roule très mal, malheureusement pour lui. Mais voilà, c'est le mec qui attaque d'abord. Souvent, c'est le mec qui va oser placer la petite banderille, qui va y aller plusieurs fois. Un peu à la Simon Yates quand il sait qu'il est battu. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Et en fait, c'est un coureur qui est assez malchanceux, somme toute. On sait que quand il est bien, il lui arrive souvent des misères, des maladies ou des chutes. On pensera à un certain Tour d'Italie. Mais ouais, il fait un très bon Tour du Pays Basque. Il termine juste derrière Vingegaard et devant David Gaudu d'ailleurs. Donc ouais, je pense que c'est un mec à surveiller, Landa, qui est capable du meilleur. Euh, voilà, ça dépendra si les planètes sont alignées et comment il gère son chrono. Ouais, Landa, tu l'as dit, un très 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 bon coureur, très constant. Je pense aussi qu'il a sa carte à jouer. Ça va être un grand animateur de ce Dauphiné. Il a ça aussi, hein, il fait troisième sur la Flèche Wallonne, là, je crois, hein. C'est ça, hein. Ouais, 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 ouais. Donc exactement, ouais. sur ces petites montées C'est un peu vrai, pentues, ça peut jouer pour lui c'est vrai. aussi. Ça augure Euh, le meilleur. donc ouais, Landa, je pense que ça va être un bon animateur de ce Dauphiné. Il va falloir le suivre, il va falloir faire attention à lui aussi. Il faut pas que tu laisses non plus trop Landa partir devant en disant bah c'est bon, je vais le rattraper, parce que bah Landa il roule très bien, il roule très bien dans les montées. Donc oui, un coureur vraiment très intéressant et toujours, enfin Landa, t'as l'impression qu'il est jamais très bien, jamais très mal. Et au final, tu regardes à la fin, t'es genre, ah, Landa, il fait pas une course de ouf. Il est combien là? Ah ouais, il est cinquième en fait. Donc tu vois, c'est un peu le mec qui, je trouve, contrairement à ce que tu dis, qui gère quand même bien ses courses, quoi. Genre, enfin, il Ouais, est, il est il jamais vraiment trop à la gagnera ramasse, pas. tu vois. C'est un peu comme un Il- Almeida. Ouais, mais il gagnera pas, tu vois. Enfin, Almeida, tu peux te dire Il gagnera que pas, Almeida, sur hein, un malentendu, il pour peut l'instant. gagner, quoi. Alors que Landa, Sur un même sur un malentendu. malentendu, il gagnera pas, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment ce côté dynamite dans la course, moi, qui va vraiment me plaire chez lui. T'en penses quoi, toi, Titien, de notre ami Mikel Landa? Bah, tu vois, on parlait de certains coureurs qui sur l'année, sont pas exceptionnels, mais quand il faut, ils savent monter leur niveau de plusieurs crans. Bah, Landa, c'est pas ça. Pour moi, c'est l'inverse. C'est un coureur qui est très très régulier en montagne, sur toutes les épreuves. Voilà, il est aux alentours du top 5. Il est très très fort. Mais pour moi, il a ce plafond de verre qui fait qu'il arrive jamais à. Enfin, j'ai pas de souvenir de Landa à part sur le Giro 2015, mais ça commence à dater.
mais qui hausse son niveau à un point où il peut inquiéter les favoris. Et voilà, malheureusement, pour moi, ça va jouer contre lui. Et déjà, je pense que c'est un des favoris qui va perdre le plus de temps sur le chrono. Clairement, c'est vraiment un des plus mauvais là-dessus. Et ensuite, voilà, je trouve que il sait pas, voilà, il a pas ce petit bonus que d'autres arrivent à avoir qui vont lui permettre de jouer le podium pour moi. Donc, ouais, je le vois autour de la 5e place parce qu'il sera quand même très bon en montagne. Et que surtout, alors là, par contre, moi, je l'aime beaucoup pour ça, c'est que c'est un de ceux qui tente le plus. C'est vraiment pas un coureur frileux, lambda. Dès qu'il peut attaquer, et même quand il n'est pas le meilleur, il tente. Voilà, c'est un de ces coureurs un peu comme il était Contador à l'époque, qui, même quand c'est pas fringant, ça, on part au combat et on lâche rien. Donc, juste pour ça, je suis très content de le retrouver sur ce critérium. Je pense que, comme tu as dit, il va bien nous animer les 2-3 dernières étapes. Mais malheureusement, je pense pas qu'il aura les moyens de lutter. Même pour un podium, ça me paraît compliqué. On pourrait presque en faire une émission là-dessus, mais en fait, est-ce que Ouais. Landa, c'est pas un mec qui est juste, enfin, soit qui n'a pas l'équipe, soit qui est pas capable, en fait, de gérer ses saisons correctement, de gérer sa frustration de pas y aller quand il a les jambes. Et puis on le voit cette année, il a pas fait un chrono. Si, il a fait un chrono cette année, un seul chrono, alors qu'il a, je sais pas, peut-être une cinquantaine de, non pas une cinquantaine, mais au moins une quarantaine de jours de course. Un chrono en 40 jours de course. C'est pas assez. C'est pas assez en Surtout quand fait tu vois pour un l'importance coureur qu'ont qui est les pas bon chronos maintenant dans là-dessus. les courses comme ça. Ouais, voilà. Enfin, Et que tes objectifs, en c'est. fait, est-ce que c'est pas un souci de préparation en fait du côté de Landa qu'il n'arrive pas à performer comme ça au-delà de performances très respectables, mais d'aller jouer les victoires en fait. Ouais, je sais pas, mais je suis d'accord sur ce côté chrono. Tu peux pas te permettre d'en faire si peu. Alors après, si ça se trouve, il s'entraîne hors course, mais j'en doute quand même un petit peu. Mais Oui, c'est mais vrai que il faut des chronos en course, oui, quoi. Il faut il en a, l'ambiance, mais il faut c'est les pas ce qu'il nous fait barrières, non les plus, hein. départs, enfin, tu vois, il faut tout ça, quoi. Il en a fait un seul, quoi. C'était le premier de Tirreno. Il fait que 11 kilomètres. Il a fait 11 kilomètres de chrono cette année. Enfin, c'est pas du tout assez pour le volume de course qu'il a fait. Non, mais je te rejoins, hein. Après, faudra voir ce que ça donne en course, mais c'est pas vraiment sur les chronos qu'on va l'attendre, Landa. Donc pour le coup, tu sais, tu peux. Après, je pense que tout le monde va prendre un peu du temps sur le chrono. Donc les favoris sont à peu près au même stade. Son but, ça va être juste de suivre la cadence, pas forcément des meilleurs, mais de ceux qui sont au même niveau que lui dans la montagne. Ça va être un peu ça son objectif. Mm. Très bien. Eh bien, messieurs, pour finir cette belle émission, je vous propose tout simplement de continuer à fouiller dans la start list que j'ai sous les yeux là, de vous donner un peu les noms que je trouve intéressants, et puis vous me dites en quelques lignes ce que vous en pensez, ce qu'on pourrait attendre de ce coureur-là. Et puis, ouais, voilà, c'est à peu près ça. Je vais commencer par un coureur qui m'avait interpellé. Moi, c'était où est-ce qu'on met Adam Yates? J'y avais pensé. Parce qu'il fait quand même faut le dire, un quand même plutôt bon début de saison. C'est pas non plus un rouleur mauvais, au contraire. Où est-ce qu'on fout Adam Yates? Qu'est-ce que vous en pensez? En quelques mots. Bah, bah, pour moi, sur le podium. Parce que je pense que c'est pas un des plus mauvais rouleurs, même si c'est pas sa spécialité. Et en fait, Adam Yates, c'est un coureur, ouais, pour moi, de course d'une semaine, en fait, sur les grands tours, il est trop limité. Et puis surtout, en fait, je vois pas pourquoi il serait pas à 100% au départ de ce Dauphiné, étant donné qu'après, même s'il est sur le tour, il sera sûrement quand même en lieutenant de Pogacar. On a déjà vu ses limites sur les grands tours. Et puis derrière, il aura, enfin voilà, sur la Vuelta, je suis pas sûr non plus qu'il ait un leadership. Il y aura Ayuso, il y aura Almeida sûrement. Donc pour moi, Yates, il a bien ciblé les courses d'une semaine. Il a montré que sur des ascensions sèches, comme au Romandie, il était très fort. Donc moi, je le vois aussi très très fort sur ce. Il est dans mon équipe fantasy, hein, et je le vois très fort sur cette course et peut-être être le troisième sur le podium. Enfin voilà, moi je le placerai comme ça. Ah ouais, il est dans ta fantasy team. Wow. Ouais. Ah ça, je m'y attendais pas, tu vois. Grosse surprise. Il révèle son équipe avant, en plus. Ouais, Yates, je sais jamais trop à quoi m'attendre avec lui en fait. Il est capable d'aller gagner des courses comme le Tour de Catalogne ou comme le Tour de Romandie, comme il est capable de finir 20e sans t'avoir prévenu en fait. Enfin, lui pour le coup, contrairement à Landa, il manque complètement de régularité. Et voilà, je sais juste pas comment le prendre en fait, Adam Yates. Alors ouais, il peut finir sur le podium, mais il peut
peut-être aussi finir 10e, quoi. Et tu vois, tu mettais Jorgensen potentiellement sur le podium, mais Jorgensen, il lui a mis une branlée à Damiette sur le Tour de Romandie, donc sur une course qui convenait bien aussi à Jorgensen. Donc moi, je sais pas, je le trouve quand même très fort à Damiette Ouais. sur les courses d'une semaine. C'est quand même, enfin, je suis d'accord que sur un enchaînement de côtes, il est pas très très fort, mais là, il y aura quand même difficilement ça sur le Dauphiné. Ça reste une course d'une semaine qui va pas non plus user trop les organismes. Et puis, comme j'ai dit derrière, je suis sûr qu'il est à 100% parce il aura pas tellement d'autres objectifs. Donc, une fois, on en reparlera dimanche prochain quand il sera 25e du classement général. Mais non, mais moi, pour moi, il sera là et il sera un des gros outsiders. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un gros outsider et qu'il peut complètement être là. Après, le Tour de Romandie, c'était il y a plus d'un mois. La pépite qui met à Jorgensen, c'est 21 secondes sur une montée d'1 heure, hein, donc, enfin, c'est pas non plus faramineux. Enfin, Yates, c'était pas ultra impérial, quoi. Pinot est à 7 secondes. Et j'essaie pas de minimiser du tout sa performance parce que c'était une très grosse performance. C'est le Tour de Romandie. On sait que le Tour de Romandie, c'est souvent très disputé. Enfin voilà, il y avait Bardet, il y avait Dunbar, il y avait Caruso qui finit quatrième du Tour d'Italie. Enfin voilà. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi m'attendre avec lui, quoi. Ok, T'en penses quoi, ok. Poppy? Bah écoute, moi Yates, j'aime bien son profil pour cette course. Je l'ai pas mis dans mon équipe Cycling Fantasy, mais j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Donc moi clairement Yates, je l'attends sur le podium, tu vois. Donc voilà, j'attends Yates un podium. Pour moi, s'il n'est pas sur le podium de ce Dauphiné, ce sera presque une déception. Mais après, bon, bah, c'est un coureur un peu en dents de scie, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc on verra bien comment ça va se passer pour lui. Très bien. Alors, ensuite, j'ai deux coureurs qui sont dans la même équipe. Où est-ce qu'on met Egan Bernal et Daniel Felipe Martinez? Est-ce qu'on n'en attend rien? Ou alors, est-ce qu'on a quand même des attentes auprès d'eux? Moi, je dirais que on attend vraiment rien d'exceptionnel de leur part. Je vois pas Martinez aller faire un coup de ouf. Et je vois pas Bernal non plus aller faire des banderies à l'avant de la course. Mais j'avais quand même envie Bah, d'en parler. en fait, alors pour moi, les enjeux, ils sont assez différents. Bernal, en fait, je pense qu'il Je sais pas, de toute façon, je suis pas sûr qu'Ineos l'envoie sur le tour. Donc après, il est là pour, en fait, peut-être pour la première fois de l'année, un revenu à un bon niveau, se jauger face à des top coureurs de courses montagneuses, on va dire. Donc voilà, pour moi, j'attends peut-être un. Franchement, si Egan Bernal il fait un top 10 sur cette course, bah, ce sera un super accomplissement finalement, dans son retour au plus haut niveau. Et je me dis que pour la suite de la saison et peut-être sur une Vuelta, il pourra briller. Là où Daniel Felipe Martinez, moi je l'adorais en fait ce coureur l'année dernière, je le trouvais très très fort sur le début de saison 2022 quand il avait remporté le Pays Basque face à des top coureurs et tout. Et depuis, il fait que me décevoir. Donc c'est vrai que bah, je vous fais une confidence. Moi, je l'ai quand même pris dans ma fantasy team. Je viens de regarder là. Parce que c'est quand même le vainqueur du Dauphiné en 2020 et que autant il est capable d'être très mauvais, autant sur une course où le chrono va être prépondérant, bah Martinez il devrait perdre peu de temps sur le contre-la-montre parce que c'est quand même un bon rouleur parmi les grimpeurs. Donc alors là pour le coup c'est vraiment un pari, mais je serais pas étonné que qu'il soit également complètement largué. Donc voilà, je sais pas quoi en penser, mais il peut faire une très très bonne perf et un podium comme être 20e. C'est vraiment dur de se fixer sur ce coureur. Raph, ton avis sur ces deux personnages? Bah Martinez, Titien a très bien résumé le truc, donc je ne vais pas en rajouter. Bernal, il revient de blessure. On a vu qu'il avait un retour assez satisfaisant, qu'il arrivait à tenir de plus en plus en montée, etc. Tant mieux. Mais ça reste un Bernal diminué. Euh, Il est pour retombé en plus moi. récemment. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il était Ouais. retombé récemment, hein. Au Tour de Ok. Hongrie, ouais, il est Ouais. tombé, ouais. Il était quand même pas trop Ok. mauvais, mais bon, c'était pas un plateau exceptionnel. Voilà, enfin, Bernal, on sait qu'il est très diminué en tout cas. Martinez, voilà. Et sinon, en fait, dans cette équipe, il y a surtout un mec dont on a beaucoup parlé l'année dernière et qu'il faut pas qu'on oublie. Bah, c'est Carlos Rodriguez. Peut-être que c'est plutôt vers Carlos Rodriguez qu'il va falloir se tourner, qui va peut-être nous impressionner en montagne.
Encore une fois, je dis des peut-être parce qu'il n'a pas couru depuis 3 mois. Et en Ouais. fait, voilà, on ne sait pas du tout où il en est cette année, alors que l'année dernière, il nous a surimpressionnés, quoi, en étant cinquième du Lombardie, septième de la Vuelta. Enfin, Il a pas fait une il a course fait sur le tour cette des... saison, hein. Enfin, s'il en a fait une, mais il l'a pas fini. les Strade Bianche? Ouais. C'est la seule course sur le tour Ouais, qu'il a cette saison. ouais, Donc, il est tombé sur les Strade Bianche. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça qu'en fait, on peut rien en dire de Carlos Rodriguez. Mais en tout cas, c'est vers lui que j'aurais tendance à me tourner chez cette équipe Ineos, au vu de son année dernière. Mais encore une fois, ça reste très hypothétique. ouais. L'équipe Ineos, elle est hypothétique cette année. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Ouais, je suis d'accord aussi. Très Peut-être très le bien. plus intéressant de tous. Et ben on verra ce qu'il donne. En tout cas, s'il est dans un bon jour, ça se verra, je pense, pour Carlos Rodriguez. J'ai encore deux noms à vous donner, et après, je pense qu'on pourra peut-être s'arrêter, à moins que vous ayez envie d'en rajouter. Un nom, je pense, on va pas en attendre grand-chose. Enfin, moi, je n'en attends pas grand-chose de cet homme. Il a quand même fait troisième du Critérium l'année dernière. C'est Ben O'Connor. Qu'est-ce qu'on fait de Ben O'Connor? Et ben, on le rétrograde. Ouais, ouais, non, mais j'ai pas plus à dire. Je pense que il sera en second rideau, quoi. S'il fait entre 5 et 10, ce sera pas mal. L'année dernière, il a quand même bénéficié d'un plateau assez faible pour faire un podium. Mais voilà, Ben O'Connor, je pense qu'il a atteint un peu un plafond de verre lui aussi. Donc écoute, j'en attends pas grand-chose, si ce n'est d'être un coureur de second rideau en montagne. Voilà. Je Ok. pense qu'il d'ailleurs, il serait bien mieux dans un rôle de chasseur d'étape en montagne que de vouloir à tout prix faire des classements généraux. Dans tous les cas, je pense qu'il n'a pas le niveau pour faire un top 5. Donc écoute, bon, voilà ce que j'en pense. Très bien. Eh bien, c'était rapide pour O'Connor, ça m'arrange presque. Et il y a un autre coureur, en vrai, on a parlé d'Henrik Mas tout à l'heure, du coup je pense qu'on va pas trop en reparler. Le dernier coureur que j'ai là sous les yeux, il m'avait plutôt impressionné en début de saison, il m'avait fait bonne impression, et puis il est tombé malade, il a eu le Covid, c'est Giulio Ciccone. Où est-ce qu'on met Giulio Ciccone, comme diraient les Ah commentateurs? bah, j'ai eu peur que t'en parles pas, tiens. Bah oui, évidemment, moi j'adore Ciccone cette saison, je le trouve Ah incroyable. ouais, Il est génial incroyable. à regarder courir Ouais. cette saison, et il a eu le Covid je crois, ce qui fait qu'il a pas pu participer au Tour d'Italie. Euh, Crois-moi qu'il Ouais, avait fait c'est le Tour ça. d'Italie, il aurait été dans mon équipe tout de suite. Ouais, pareil, ouais. Là, il est dans mon équipe tout de suite, je te le dis aussi. Qu'est-ce qu'on attend de Ciccone? Bah, je sais plus si je l'ai mis dans mon équipe ou pas aussi sur ce critérium. Mais en tout cas, bah, Ciccone, très régulier cette saison. Il a été là dans toutes les courses qu'il a jouées. euh, Au moins top 10, genre grand minimum top 10. Et puis avec une victoire d'étape magnifique sur le Tour de Catalogne en montagne. L'arrivée à Valter 2000 là, donc il a prouvé qu'il était très costaud en haute montagne. Il termine quand même devant Roglic qui gagne le Tour de Catalogne et Evenepoel qui finit deuxième. Les deux favoris du Giro, etc. Enfin, ouais, ouais, il a manqué à ce Giro. Il a énormément manqué à ce Giro. Ouais, ça c'est clair. Et je suis content qu'il soit là sur ce critérium. C'est même presque un peu tard en fait pour en parler. C'est presque pas assez lui rendre hommage à son début de saison. Je sais pas ce que t'en penses, Titien, mais ouais, il va être là, Ciccone, je pense. Et il fallait mettre en favori l'autre Carapaz, hein. Ouais, j'ai pas osé. Ouais, bah moi je vous rejoins. C'est un coureur que j'adore, Ciccone. Et en fait, moi je pense qu'il est là pour. Bah, en fait, je sais pas. Enfin, on sait que il y en a qui se remettent pas si facilement du Covid et lui, si ça l'a empêché de prendre le départ du Giro, c'est qu'il quand même il a dû être bien malade. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il monte des signes rassurants dans la semaine. Je lui en voudrais pas s'il gagne pas d'étape ou qu'il est pas dans le top 10 au général, mais j'attends à le voir en montagne et montrer qu'il a le niveau pour faire le Tour de France, parce que c'est un Tour de France pour une fois, sans vraiment contre-la-montre, qui peut très bien lui convenir avec plein d'étapes de montagne. Donc voilà, moi j'attends qu'il se montre en forme sur ce Dauphiné, qu'il montre qu'il a bien récupéré du Covid et qu'on puisse le voir ensuite en juillet. C'est surtout comme ça que je l'attends sur ce critère du Dauphiné. Et bien sûr, s'il peut aller nous claquer une belle étape ou quelque chose comme ça, voilà. Le général, je l'attends pas trop parce que lui aussi, c'est vraiment
très mauvais en chrono, on va pas se le cacher. Ouais. Donc voilà, j'espère en tout cas le voir aux avant-postes sur cette course et qu'il nous fasse bien vibrer. Eh bien, écoutez, messieurs, parfait. Je pense qu'on en a fini avec cette petite preview du Critérium du Dauphiné. Ça va être, je pense, intéressant de suivre la course la semaine prochaine. Pour tous ceux qui n'auraient pas envie de la regarder, bah, regardez-la quand même. C'est le début, hein, comme Titien l'a dit tout à l'heure, c'est le début. On arrive tranquillement et gentiment vers le Tour de France. On va commencer à pouvoir voir un petit peu les coureurs, eh bien, tout simplement se bagarrer, se battre pour essayer d'être au meilleur niveau pour le Tour. N'hésitez pas aussi, avant que j'oublie, à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux, à activer la cloche, etc., etc. Nous, ça nous aide, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à inonder l'espace commentaire pour, par exemple, dire à Raph, ouais, Carapaz, t'abuses, il va être nul, etc. Et pas hésiter à lui rappeler qu'en fait, Alaphilippe, c'est son coureur préféré. Ça lui fera plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Et écoutez, un petit mot pour la fin, messieurs, avant qu'on se quitte. Bah, victoire de Christophe Laporte sur une des 3 premières étapes. Très bien. Tiens. Ouais, bah moi j'attends une belle performance de Benjamin Thomas, notamment sur le contre-la-montre. Il y a pas mal d'étapes vallonnées, donc j'espère qu'il était en forme sur les 4 jours là, donc il arrive dans son money time de la saison. Donc j'espère et je pense le voir aux avant-postes sur les premiers jours en tout cas. Parfait. Et ben moi, je vais tout simplement dire que Godu va remporter le Critérium cette année. Et voilà. Ah ouais, j'aimerais tellement. L'ambition, Ça finit sur l'ambition. une grosse prise de risque, hein. Ouais, mais on y croit, on y croit. Il faut. Évidemment. Il faut. Et bien sur ce, messieurs, je pense qu'on peut se laisser. Je pense qu'on peut rendre l'antenne. Des bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. On se revoit pour une prochaine émission sur Radio Fringale. D'ici là, gardez la forme. Pensez à vous alimenter parce que la fringale guette. Ciao à tous. Des bisous. Bisous, ciao. Ciao les gars. Et allez, Romain Bardet.